On se retrouve pour un nouveau numéro de Retour sur l'info. Bonjour Fouad Barry. Salut Farouk. Aujourd'hui, on va aborder trois sujets principaux. Tout d'abord, on va commencer par faire un bilan de ce qui s'est passé au Proche-Orient, en Palestine plus précisément. Dans un deuxième temps, on parlera des derniers sondages qui ont été publiés dans certains médias concernant la communauté musulmane. Et pour terminer, on va parler de l'affaire Nabil et Nasri. Alors, un petit bilan rapide de ce qui s'est passé à Gaza. Donc actuellement, là, on est en début janvier. On compte à peu près 23 000 morts selon le ministère de la Santé de Gaza, 60 000 blessés. Donc quel bilan peut-on faire de ces événements tragiques sur le plan politique, médiatique, de la solidarité et ainsi de suite? Tout d'abord, politiquement, quel bilan tu tires de ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours actuellement à Gaza? Alors avant de répondre à ta question Farouk, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous nos auditeurs, les auditeurs de Mizan TV, pour leur fidélité, leur soutien. Voilà, donc on a une audience qui est en très nette progression, un nombre d'abonnés qui est en pleine croissance. Voilà, donc je tenais au nom de la rédaction de Mizan TV, de Mizan Info, de vous remercier tous et en profiter pour souhaiter à tout le monde une excellente année 2024 qu'on espère évidemment pleine de prospérité, de grâce aussi, et on l'espère également de paix et d'allègement des souffrances, notamment pour les Palestiniens évidemment. Alors ensuite, effectivement, on n'était pas revenu dans Retour sur l'info, on n'était pas revenu sur ce qui se passe en Palestine depuis 7 octobre. Donc ça fait 3 mois. 3 mois. Et bon, c'est un peu l'occasion de tirer un bilan de cette tragédie palestinienne qui n'en finit pas. Tu as rappelé les chiffres, 23 000 morts, c'est énorme. Dans un laps de temps, il faut le rappeler, très court. 3 mois, c'est pas grand-chose. Certes, il y a eu des crises humanitaires et des drames politiques plus importants quantitativement parlant. On avait rappelé dernièrement ce qui s'est passé en Irak, le génocide. On peut parler de génocide puisque c'était un embargo américain en Irak qui avait privé les Irakiens de nourriture, de médicaments, de beaucoup de choses, et ça avait été dévastateur notamment sur les enfants. On avait parlé de 500 000 morts. Sauf que ça s'était passé sur une phase temporelle beaucoup plus longue, de nombreuses années. Là, on est sur 3 mois, plus de 20 000 morts, 60 000 blessés à peu près. Plusieurs moments dans cet épisode. Le moment qui a dominé, évidemment, c'est un moment de souffrance, un moment de douleur. On assiste en direct à un génocide, puisque aujourd'hui tout le monde reconnaît qu'il s'agit d'un génocide en Palestine, essentiellement à Gaza, mais aussi dans certaines villes de Cisjordanie. On a vu qu'il y a eu des morts. Un moment d'impuissance politique pour non seulement pour la conscience du monde arabe, pour la conscience islamique de manière plus large, mais aussi pour la conscience universelle. Voilà, ça a été vraiment un moment douloureux. C'est pas terminé. Pardon? Et c'est pas terminé. C'est pas terminé. Ça se poursuit. On assiste à un nettoyage ethnique. J'aime pas trop le terme nettoyage ethnique, mais il reflète la vision politique du pouvoir politique dominant dans cette affaire, qui est le pouvoir politique israélien. Il considère que les Palestiniens, notamment l'aile la plus extrémiste actuellement au pouvoir, qui est l'extrême droite israélienne, avec une coalition de religieux et d'une extrême droite extrêmement dure. On voit les slogans, un bon arabe est un arabe mort. Voilà, on connaît ces slogans. Tout ça n'est pas nouveau. Donc pour l'occupation israélienne, la population, enfin l'objectif de cette campagne de bombardement meurtrier intensif sur Gaza, l'objectif c'est de faire fuir les Palestiniens en fait. Voilà, c'est de la purification ethnique. On fait partir les Palestiniens, on espère qu'ils iront en Égypte, une partie en Jordanie, sauf que ces deux pays bloquent leurs frontières. Sinon, on espère tout simplement les éliminer physiquement. C'est ce qui s'est passé donc pour plus de 20 000 Palestiniens.
Donc là, ça ne s'arrêtera pas, d'autant plus que l'état-major israélien a annoncé que 2024 serait une année de combat. Voilà. Bon, on comprend que ça peut durer un certain temps. D'autant plus que les Israéliens bénéficient du soutien mordicus de l'administration américaine, qui leur permet de conserver une impunité. Hein, on le voit, c'est ce qui nous ramène à cette idée d'impuissance. Voilà, cette idée d'impuissance. Donc on reviendra un peu après sur la question militaire, la question politique et militaire. Donc un moment de souffrance, un moment d'impuissance, un moment d'humiliation. Mais il y a eu aussi, il faut quand même le souligner, et ça c'est plus positif, un moment de communion. Voilà. Non seulement au niveau des consciences, enfin au sein même du monde musulman, de manière intra-religieuse, on a vu une communion entre les populations des pays musulmans, qu'ils soient sunnites ou chiites. On a vu une certaine communion, mais plus largement une communion universelle. Donc j'utilise ce terme chrétien de communion qui me semble tout à fait adapté. Donc il y a vraiment eu un moment comme ça de ce qu'on appelle en tradition musulmane un moment de furqan, c'est-à-dire un moment de discernement, et un moment très fort pour la conscience universelle. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut souligner. Ça s'est matérialisé notamment par de multiples manifestations à travers le monde, des manifestations énormes qu'on a vues à Londres, Afrique du Sud, monde arabe, Amérique latine, donc même une solidarité de certains artistes et ainsi de suite, de la société civile qui a été, on l'a vu un peu partout, notamment en France, hein, ce qui nous concerne ici, mobilisée, des manifestations régulières tous les week-ends en faveur tout simplement d'un cessez-le-feu, suite donc qui se poursuit, hein, puisqu'il y a toujours des bombardements massifs sur Gaza. Oui, on peut ajouter à ça les universitaires, le monde universitaire qui vient de lancer un appel pour un cessez-le-feu immédiat. Beaucoup d'universitaires qui aussi dénoncent les pressions dans leur travail sur la question palestinienne et leur impossibilité ou les fortes pressions qui sont exercées contre eux qui ne leur permet plus de faire leur travail de recherche, de dire seulement la vérité sur ce qui se passe. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens, beaucoup de profils s'expriment. Donc il y a vraiment la Palestine est vraiment devenue un sujet universel, on peut vraiment le dire, un sujet de la conscience universelle. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on a vu vraiment toutes sortes d'obédiences, toutes sortes d'institutions dénoncées avec beaucoup de courage parfois, étant donné les pressions, la politique criminelle qui avance à visage dévoilé des Israéliens à Gaza notamment. Voilà, donc je rajouterai un dernier moment qui est un moment de vérité politique notamment. Sur ce qui se passe, donc ce qui s'est passé en Palestine, on peut dire que la Palestine quelque part est le miroir des vérités politiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que il suffit de voir quelles sont les positions des États, des différents pays, des différents États, différents gouvernements sur la question palestinienne pour évaluer leur position sur l'échiquier politique et stratégique international. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très révélateur, que ce soit en dehors du Moyen-Orient ou que ce soit à l'intérieur du Moyen-Orient. Voilà, à l'intérieur du Moyen-Orient, on en a parlé, on a beaucoup publié aussi sur ce sujet. Les différentes politiques de normalisation, comme on l'appelle, de plusieurs pays arabes avec Israël. Bon, ça remonte, c'est ancien la normalisation avec Israël, ça remonte à l'Égypte, ça remonte à la Jordanie. Donc c'était déjà au XXe siècle. On était déjà dans le XXe siècle. Ça s'est poursuivi ces derniers temps. On a vu le soutien aveugle du monde occidental. Quand on dit le monde occidental, on pense aux États-Unis avant toute chose. On pense aussi à l'Europe, malheureusement, qui n'a pas montré un visage droit de l'homiste comme on pouvait s'y attendre. Malheureusement non, puisque le réalisme politique nous enseigne que on en parlera également. Ça fait partie des leçons qu'on peut tirer de ce qui se passe en Palestine.
Donc un alignement aveugle du bloc occidental sous hégémonie américaine, puisque on voit bien que l'Union européenne n'a pas de position politique et qu'elle s'aligne systématiquement sur les États-Unis, qui font veto, qui opposent leur veto au Conseil de sécurité, ce qui garantit donc encore une fois, mais qui ne font pas d'ailleurs que poser leur veto, qui s'engagent militairement, hein, avec des bâtiments maritimes en Méditerranée, avec une livraison d'armement, qui mettent leurs bases et leurs infrastructures militaires dans la région au service des Israéliens. Donc il y a vraiment une alliance très forte. De l'autre côté, il n'y a pas eu de contrepoids. Il n'y a pas actuellement de contrepoids politique à cette hégémonie américaine, ce qui explique aussi le blanc-seing donné aux Israéliens, puisque les Russes sont engagés en Ukraine. Bon, ils n'ont pas d'intérêt géopolitique et géostratégique, parce que les États s'engagent essentiellement aussi pour ces raisons-là. Alors, ils ne s'engagent pas seulement par intérêt, mais ils s'engagent forcément par intérêt. L'intérêt est la première motivation de l'engagement politique d'un pays. Donc les Russes n'ont pas manifesté de signes, n'ont pas frappé du poing sur la table, n'ont pas envoyé de signaux politiques qui permettent d'espérer un changement du rapport de force. Les Chinois sont dans une doctrine d'un non-interventionnisme au-delà de leur zone d'influence, donc ça on le sait. Donc il reste quoi? Il reste ce qu'on appelle l'axe de la résistance, en dehors des factions palestiniennes donc qui sont engagées dans ce conflit, c'est-à-dire Hezbollah al-Qassam, le djihad islamique, donc ça c'est les organisations palestiniennes qui sont engagées dans ce conflit. En dehors de ces factions, les seules réponses militaires qu'on a pu voir sont venues du Hezbollah libanais, hein, donc qui envoie des frappes à la frontière. Donc là, il y a quelques jours, enfin samedi dernier, il y avait eu un échange de tirs assez important. Plusieurs dizaines de missiles ont été envoyés pour viser une installation militaire israélienne. Alors il y a ça, il y a ces échanges de tirs, hein, qui sont assez réguliers. Il y a eu aussi les Houthis, c'est-à-dire yéménites, qui s'attaquent aux navires marchands qui passent par la mer Rouge et qui se dirigent vers Israël. Voilà, donc ça c'est les principales ripostes militaires à ces bombardements israéliens. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. Voilà. L'Iran, par exemple, ne peut pas s'engager. L'Iran, évidemment, soutient, finance, arme toutes ces organisations paramilitaires, hein, qui sont engagées contre l'occupation israélienne. Mais l'Iran ne peut pas s'engager en tant qu'État directement dans le conflit, sinon ce serait une entrée en guerre. Qatar finance aussi un petit peu le mouvement Hamas. Oui, bien sûr. Alors il y a le financement politique, il y a le financement militaire, c'est pas la même chose. Là, on parlait de la dimension militaire. C'est les deux seuls à soutenir financièrement la cause palestinienne. Oui, alors c'est pas sur le même aspect, mais là, en gros, comment mettre un terme à cette agression israélienne qui a dépassé nettement la mesure, qui n'est plus du tout dans une vendetta, enfin qui n'est plus du tout dans un droit de riposte comme on a pu le lire dans la presse française par rapport à l'attaque du Hamas du 7 octobre. On n'est plus du tout dans cette idée-là. On est vraiment dans une politique génocidaire, de purification ethnique, sous le regard de la communauté internationale, hein, si tant est que ce mot a encore un sens. Donc en dehors de ces organisations paramilitaires, donc il n'y a pas de contrepoids, parce que l'Iran ne peut pas faire face aux États-Unis. Faut remettre les choses à leur place. Je veux dire, le rapport de force, il est ce qu'il est. Il faudrait une superpuissance comme la Russie ou la Chine. Du temps de l'URSS, il y avait un petit rapport de force. Oui, alors c'était un autre contexte, pardon. Donc voilà, ça c'est pour les aspects politiques, militaires de ce qu'on a pu voir ces 3 derniers mois. La société civile s'est engagée à travers des manifestations, à travers une présence justement sur les réseaux sociaux pour informer, contrairement à certains gros médias qui informaient pas directement. Et puis il y a aussi l'arme, je dirais l'outil du boycott que certains utilisent et qui a fait un peu ses preuves
J'ai vu sur Puma qui s'est retiré de son engagement vis-à-vis de l'équipe de foot israélienne, équipementier. McDonald's qui a eu des pertes, Starbucks, j'ai vu. Donc, il y a une forme d'impuissance des sociétés civiles et en même temps, la société civile essaie d'agir à son niveau, un niveau pacifique, un niveau de boycott. Ben, chacun agit comme il le peut au niveau où il se trouve. Donc, il n'y a pas d'action négligeable pour faire cesser ces bombardements meurtriers. Hein. Il suffit de voir les images. Hein. Vous regardez Al Jazeera, vous regardez certaines chaînes du monde arabe. Et vous voyez comment vivent les Palestiniens. Les Palestiniens sont dans des maisons et ils regardent le ciel. Enfin, sont dans les zones où il y a encore des maisons. Je parle même pas de Gaza en fait. Khan Younes, d'autres localités. Et on entend des bombardements en permanence. Donc en fait, les Palestiniens, d'une certaine manière, attendent la mort. Voilà, ils sont dans il y a pas une espèce de fatalisme, mais voilà un réalisme, mais en même temps qui est empreint d'une grande dignité. Quand on voit les témoignages, quand on voit la manière, la résilience, la profonde conviction spirituelle que porte, parce que là c'est vraiment quelque chose qui est assez profond, que porte la population palestinienne. Il y a quelque chose d'admirable qui permet de comprendre également dans quelles ressources les Palestiniens puisent pour rester encore debout après tout ce qu'ils vivent. Hein. La perte de tous leurs proches, la destruction. Enfin, Gaza est une zone en ruine. Hein, vous voyez les images, il y a absolument rien. Alors qu'il y a encore des populations qui vivent. Certaines ont fui évidemment à Rafah, un peu partout. Mais voilà, il y a vraiment une force palestinienne qui rappelle un peu l'adage qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux, qui expliquait, qui disait que finalement, dans l'économie globalisée, vous avez le textile et produits marchands qui viennent de la Chine. Vous avez les produits technologiques à haute innovation technologique qui peuvent venir de la Corée du Sud ou qui peuvent venir des États-Unis. Par contre, pour ce qui est du courage, ça vient de Palestine. Donc cet adage qui est devenu populaire ces dernières années a montré encore une fois sa vérité. Alors concernant le boycott, effectivement, on a vu que Starbucks a perdu, je crois, 11 milliards de dollars en bourse, donc ce qui n'est pas rien en 3 semaines, je crois, ces 3 dernières semaines. On a vu aussi que le PDG de McDonald's à l'occasion de la nouvelle année, donc a exprimé les objectifs de son groupe et a fait mention, donc ce n'est pas rien, là encore, sans donner d'informations chiffrées par contre, a mentionné les conséquences de ce qui se passe en Palestine pour McDonald's au Moyen-Orient. Donc beaucoup de pertes en chiffre d'affaires pour le groupe McDonald's. Donc ça évidemment, tout ça évidemment sont les conséquences du boycott, qui est l'un des seuls leviers dans les mains des sociétés civiles du monde entier pour exprimer leur condamnation, leur soutien à la population palestinienne, et pour essayer d'affaiblir, même si ce n'est pas ça qui va affaiblir fondamentalement le rapport de force. Personne n'est naïf à ce point-là. Mais bon, tout est bon pour affaiblir financièrement les groupes qui soutiennent donc une politique criminelle qui est celle qu'on connaît. Oui, il y a 2 autres points tout de même qu'on peut tirer de ce qui s'est passé ces 3 derniers mois en Palestine. On peut. Alors, le premier point, c'est ce que j'appelle la fin du consensus moral israélien, qui d'ailleurs était surtout valable dans le monde occidental. Ce consensus moral israélien consistait à dire finalement que les Israéliens ont le droit d'exister non pas seulement au détriment le droit d'exister en tant qu'entité politique, foyer juif au Moyen-Orient, foyer national juif au Moyen-Orient, comme selon les termes utilisés par les historiens, mais également avait le droit d'exister au détriment des autres.
Et d'ailleurs, finalement, on se rend bien compte que c'est la même chose, puisque depuis le pacte de Balfour, enfin la déclaration de Balfour, pardon, les foyers de colonies de peuplement qui ont commencé avant les années 40, donc qui sont poursuivis dans les années 40 et qui ont abouti en 1948 à la déclaration par Ben Gourion de l'État d'Israël sur la terre de Palestine. On voit bien que finalement Israël n'a pu exister qu'au détriment des autres. Non seulement les autres Palestiniens, qui sont les premiers concernés, mais on l'a vu aussi au niveau régional, au détriment de tous les pays qui pouvaient soutenir la cause palestinienne, tout simplement, hein, que ce soit le Liban, on le voit en Syrie, voilà, on l'a vu un peu partout. Donc, ce consensus moral israélien s'appuyait finalement, donc cette légitimité à exister venait évidemment, était un héritage évidemment de la Seconde Guerre mondiale, héritage du génocide hitlérien nazi contre les populations juives d'Allemagne et d'Europe de l'Est essentiellement. Il y avait aussi des Roms, il y avait aussi des communistes, voilà. Mais concernant la population juive, le génocide nazi avait finalement alimenté cette conviction que les Juifs avaient le droit à un foyer national et qu'il fallait les soutenir, quel qu'en soit le prix. Dans un contexte qui était éminemment colonial, hein, on pouvait se permettre, les pays européens se permettaient d'aller dans le monde arabe, en Afrique aussi, un peu partout, pour s'établir, s'installer et exploiter les ressources. Donc ce consensus moral israélien, pour moi, aujourd'hui, il est terminé. Ou en tous les cas, il est très nettement entamé. Voilà. On a vu depuis donc 3 mois avec quelle folie et quelle cruauté les officiels israéliens commentaient et annonçaient leurs objectifs. Le vocabulaire, la métaphore animale a été employée pour désigner les Palestiniens, hein, on s'en souvient. Je rappelais tout à l'heure la vision par les colons israéliens, la vision des Arabes en général et des Palestiniens en particulier, hein, quelle vision ils pouvaient en avoir. On a vu le bilan humanitaire tragique de ces bombardements qui ne s'arrêtent pas. On ne laisse pas rentrer enfin on ferme le corridor humanitaire, on laisse pas rentrer les institutions internationales de l'aide humanitaire, on tue les journalistes, on les cible alors qu'ils ils sont identifiables avec une soixantaine de journalistes s'est fait tuer par l'armée israélienne. Donc une volonté qu'on ne puisse pas informer, qu'on ne puisse pas montrer, qu'on ne puisse pas témoigner fidèlement de ce qui se passe sur le terrain. Et des mensonges, on l'a pas précisé, des mensonges sur l'attaque du 7 octobre aussi, alimentés par la propagande de l'armée israélienne. Exactement, bon, on le rappelle souvent, la première victime dans une guerre, c'est la vérité. Effectivement, l'attaque du 7 octobre a été nettement exploitée par les Israéliens et aussi par un certain nombre d'organes de presse pour justifier la démesure totale de la réponse israélienne à Gaza notamment, hein, avec un certain nombre de mensonges, c'est vrai. On avait entendu parler de décapitation de bébés, de fours qui avaient été utilisés, de viols de femmes qui avaient été violées massivement, etc. Voilà, ce type d'éléments, on se rappelle, ça nous fait penser aussi comment on appelle ça, aux fake news. Le terme n'était pas utilisé à l'époque, mais pour justifier la guerre en Irak, hein, c'était pareil. On avait montré une comment on appelle, une fiole. Voilà. Alors la fiole, c'est après. Avant ça, il y avait une Koweïtienne qui expliquait que les Irakiens, les soldats irakiens avaient tué des bébés ou des enfants. Oui, des bébés, c'était ça. Donc ce type d'argument, après, il s'est révélé que c'était totalement faux, que c'était la propagande de guerre. Donc les mêmes recettes sont réexploitées. On se rappelle de la fiole de Colin Powell.
à l'ONU. Le Guardian, donc qui est un quotidien britannique, un des journalistes du Guardian avait mené une enquête et avait montré également que la moitié, au moins, je crois, une grande partie des victimes de l'attaque du 7 octobre, puisqu'il y avait une rave party à ce moment-là. D'ailleurs, on a montré que les éléments de Azedine al-Qassam, donc qui est la brigade, enfin voilà, qui est proche du Hamas, n'était pas au courant de l'organisation de cette rave party. Peu importe, la moitié ou une grande part des victimes finalement ont été le fait de l'armée israélienne elle-même. Voilà. On l'a vu avec les témoignages qui sont parvenus. On l'a vu aussi par rapport aux dégâts qui ont été causés sur des véhicules, et on voyait bien que finalement c'était le fruit d'un armement qui n'était pas celui de ces brigades-là. Et il y a eu pas mal de témoignages également d'hélicoptères qui tiraient aveuglément et des tanks qui ont bombardé des maisons, donc on voyait beaucoup de maisons calcinées, des morts. Donc par dizaines, par l'armée, par la propre armée israélienne. Donc même ce qui s'est réellement passé ce jour-là n'a pas été, a été occulté, hein, on peut le dire. En tous les cas, n'a pas été largement diffusé, n'a pas bénéficié de la même campagne au moment où on a eu plus d'informations là-dessus. Et cet épisode a été largement exploité, encore une fois, pour justifier cette politique-là. Donc ça, je pense que le consensus moral israélien a été largement entamé, pour ne pas dire qu'il a pris fin. Aujourd'hui, on a vu que cet argument de l'antisémitisme, parce qu'on pourrait élargir la question, ça concerne pas seulement le génocide des Juifs de la Seconde Guerre mondiale, mais derrière ça, la question de l'antisémitisme qui a mené à ce génocide, c'est certain. Cette question de l'antisémitisme a été instrumentalisée et exploitée ad nauseam, par toute une série d'acteurs politiques qui ont pu accuser, par exemple, Dominique de Villepin d'être antisémite. Vous voyez, toute personne qui émet une critique aujourd'hui sur Israël est un antisémite. Donc on voit bien la malhonnêteté de cet argumentaire, et je crois qu'aujourd'hui cet argumentaire est usé, et je crois que de moins en moins de personnes auront peur de dire simplement la vérité sur ce qui se passe en Palestine. Donc ça c'est le premier point. Et le dernier point que je voulais évoquer, c'est finalement la confirmation encore et toujours du fait que finalement l'ordre juridique international n'existe pas. Voilà, il n'existe pas. Les résolutions de l'ONU, les conventions internationales sur les droits humains, tous les textes qui sont censés faire autorité sur le plan, qui sont des textes juridiques qui ont été signés et paraphés par un grand nombre d'États et qui sont une référence, finalement, sont totalement inefficients. Voilà. En temps de paix, ils ne servent pas, puisque précisément ils n'ont pas à servir, et en temps de guerre, ils ne sont pas respectés. On le voit bien en Palestine, où absolument aucune mesure, la condamnation des crimes de guerre, la dénonciation des génocides, de la purification ethnique, tous ces crimes sont strictement condamnés par les grands textes qui font référence donc dans l'ordre juridique international, mais tous ces textes sont restés lettres mortes, et finalement qu'est-ce qui reste sur les cendres de ces textes? C'est finalement la volonté de puissance qui l'emporte avant toute chose, la primauté à la puissance politique et militaire. Voilà, c'est ce qu'on va retenir finalement. Alors c'est pas nouveau, encore une fois, c'est pour ça que je disais encore et toujours. C'est pas la première fois que ces textes sont violés, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un moment de communion là-dessus. Et on revient toujours à l'adage pascalien, la justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique. Donc voilà, je pense que il va falloir réfléchir sérieusement sur cette équation pascalienne pour l'avenir sur cette question en tous les cas. Donc là, on a pu parler un peu du premier volet de notre retour sur l'info, numéro 2. Justement, pour faire le lien, le deuxième sujet, ça va concerner principalement les différents sondages qui ont été
commandité en France concernant la communauté musulmane, la laïcité, le rapport par rapport au conflit israélo-palestinien. Alors je vais les citer. Hein. C'est l'IFOP, il faut préciser que c'est 2 sondages de Oui, l'IFOP. c'est de l'IFOP. Alors les titres des sondages, il y en a 3 notamment. Quel regard portent les Français musulmans sur le conflit israélo-palestinien? Le regard des musulmans sur la laïcité. Alors ça, c'est 2 sondages donc commandés à l'IFOP par le magazine Écran de Veille et Ilmania TV, qui sont plus ou moins la même entité, on va pas développer. Et un 3e sondage, donc commandité par le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, plus global, celui-là qui va concerner donc le regard des Français sur le conflit israélo-palestinien. C'est d'ailleurs le premier sondage, hein. Dans l'ordre chronologique, le premier sondage était celui commandé par le CRIF, après l'attaque du Hamas, donc au mois d'octobre. Et ensuite, effectivement, il y a eu, en décembre, il y a eu un 2e sondage sur la Palestine, à destination des Français de confession musulmane, ou en réalité plutôt des musulmans vivant en France, comme on va en parler. Voilà. Il y a des biais dans le sondage. Voilà, voilà. Et donc oui, le 3e, c'était regard des musulmans sur la laïcité. Exactement. Alors tout d'abord, on va faire peut-être une précision sur les méthodes de sondage. Comment ça se déroule, comment c'est passé. Ce sont les 3 sondages ont à peu près les mêmes méthodes. Hein. Mais prenons par exemple le sondage réalisé par Écran de Veille. C'était à peu près 1 millier de personnes de toute confession, et il y avait aussi plus 1 millier de musulmans. Alors, est-ce que tu as des infos à nous donner? Comment ça s'est déroulé? Alors, c'est quand même important. Tu rappelais les commanditaires de ces de ces 3 sondages. Le premier, donc on l'a rappelé, c'était le CRIF, qu'on présente plus. Ensuite, le second, c'était Écran de Veille. Hein, voilà. Alors Écran de Veille, peut-être rappeler, Alors en anglais, c'est Global Watch Analysis. Donc c'est un site internet, un média internet. Alors son sujet principal, ce sont les frères musulmans, la Turquie, le Qatar, l'Iran. Donc qui cible principalement donc ce qu'ils considèrent comme l'islam politique en France et en Europe. Et c'est un magazine donc qui a une partie anglais, français, aussi un peu arabe, et dont le rédacteur en chef est Atman Tazagart, un ancien journaliste de France 24 Arabe qui a été mis à pied, et donc qui est aussi un magazine papier Écran de Veille qu'on peut voir dans les kiosques parisiens ou en France, qui coûte à peu près 3 €. Donc voilà qui est le commanditaire de 2 sondages, donc le regard des Français musulmans sur le conflit israélo-palestinien, et le deuxième sur la laïcité. Alors la laïcité, ouais, c'est Almania. Donc voilà, c'est pareil, c'est une structure. C'est la même entité. C'est la même entité. On le voit effectivement au logo notamment. Hein, c'est absolument le même logo. Quand on va sur le site Écran de Veille en anglais, on tape donc YouTube, on regarde YouTube, et ça nous ramène justement à la chaîne d'Ilmania TV. Donc quelles sont les personnalités qui ont été interviewées sur cette chaîne? Vous avez d'anciens frères musulmans, vous avez Bernard Kouchner récemment, vous avez Marek Alter, Hassan Chalgoumi, ou par exemple l'ancien président de la République, François Hollande. Oui, donc on voit très bien le pédigré finalement de ces commanditaires, enfin de ce même commanditaire finalement qui a 2 visages, qui présente 2 visages différents. Ça c'est vraiment intéressant, et qui commande les mêmes sondages concernant la même cible, la cible sondagière de ces 2 derniers sondages, donc celui du mois de décembre sur la perception du conflit israélo-palestinien auprès des Français de confession musulmane. Donc ça donc le magazine Écran de Veille, merci. Et le dernier sondage sur à l'occasion de la Journée nationale de la laïcité, hein, ça c'était à cette occasion-là, c'était au mois de décembre. 9 décembre, c'était ce jour-là. Un sondage qui vise le rapport entre les Français de confession musulmane et la laïcité. Voilà. Donc là, on a vraiment une volonté de cibler ce segment de la population nationale. Notamment dans le contexte de l'interdiction de l'abaya à l'école. Justement, concernant les sondages, avant de se pencher dans le détail sur ces 3 sondages, je voudrais quand même rappeler une critique classique qui a été exprimée contre les sondages, qui est assez connue et qui garde pour moi toute sa force. C'est la critique de Pierre Bourdieu qui avait été
qu'il avait défini sur la notion d'opinion publique. Hein. Il disait l'opinion publique n'existe pas. Je voudrais lire un passage assez court de ce texte. Alors voilà, voici ce qu'écrivait Pierre Bourdieu hein, sur le sondage. Il introduisait par 3 postulats. Voilà, il expliquait que tout sondage possède 3 postulats qui sont éminemment critiquables. Premier postulat, toute enquête d'opinion, alors je cite Pierre Bourdieu, toute enquête d'opinion suppose que tout le monde peut avoir une opinion. Ou autrement dit, que la production d'une opinion est à la portée de tous. Quitte à heurter un sentiment naïvement démocratique, je contesterai ce premier postulat. Donc Bourdieu conteste le fait que tout le monde peut avoir une opinion sur tous les sujets, également. On pourrait peut-être élargir le propos. Deuxième postulat, on suppose que toutes les opinions se valent. Voilà, quelles que soient les réponses aux questions émises, elles se vaudraient toutes. Je pense que l'on peut démontrer qu'il n'en est rien, dit Pierre Bourdieu, et que le fait de cumuler des opinions qui n'ont pas du tout la même force réelle conduit à produire des artefacts dépourvus de sens. C'est-à-dire qu'en assemblant des opinions qui n'ont pas du tout la même force et la même valeur, puisque ça dépend du niveau de connaissance également, on produit un résultat qui est artificiel. Troisième postulat implicite, dans le simple fait de poser la même question à tout le monde, on pose la même question à tout le monde, se trouve impliquée l'hypothèse qu'il y a un consensus sur les problèmes, autrement dit qu'il y a un accord sur les questions qui méritent d'être posées. Voilà. Donc ça, c'est tous les postulats qui sont inhérents à l'idée de sondage. Et je pense que c'est une critique très importante. Alors il y avait d'autres critiques de Bourdieu, par exemple la question, le fait qu'il y ait des questions qui soient biaisées, et ça reste aussi tout à fait d'actualité. On y reviendra sur les questions. Par exemple, il y a des réponses qui ne sont pas proposées. Il peut y avoir plusieurs possibilités de réponse à une question. On sélectionne les réponses. On peut parfois exprimer plus ou moins la même idée sous des formulations différentes, ou qui peuvent être assez proches. Et dernière critique de Bourdieu, c'est évidemment la relation entre les instituts de sondage et ceux qui commandent les sondages. Voilà. Et ça, je pense que c'est un élément qui est très très frappant dans les 3 sondages. On l'a vu, c'est assez flagrant là. Voilà. Alors avant d'y arriver, je voudrais ajouter d'autres critiques que Bourdieu lui ne fait pas cette critique-là. Et on va comprendre pourquoi. Pour moi, c'est la pseudo-scientificité des sondages d'opinion. Alors par contre, il ne faut pas confondre les sondages d'opinion avec les enquêtes sociologiques, qui sont celles par exemple de l'INSEE, qui sont effectuées sur le long terme, voilà, qui sont effectuées sur un échantillon qui est beaucoup plus large, et qui ne concernent pas des questions polémiques, contrairement aux sondages. Voilà. Donc il faut pas se tromper. Voilà. Donc les enquêtes sociologiques, elles sont nécessaires, elles sont des outils de science. Les sondages, c'est tout à fait autre chose. Malgré tout, il y a la question de l'échantillonnage représentatif. Pour les sondages d'opinion, comme ceux de l'IFOP, évidemment, ce principe-là peut être remis en question. C'est quoi l'échantillonnage représentatif? Ça veut dire que on divise la population sondée par catégorie. Donc il y a la tranche d'âge, il y a le sexe, il y a les catégories socio-professionnelles. C'est voilà, parmi les critères qui sont utilisés. Et ensuite, on donne le résultat des réponses en fonction de... Enfin, on garantit que chaque question, il y aura un pourcentage représentatif correspondant à ces critères-là. Mais derrière ça, il y a l'idée aussi que, finalement, toutes les personnes qui appartiendraient à la même catégorie socio-professionnelle, au même sexe ou à la même tranche d'âge, finalement, partageraient les mêmes opinions. Et ça, c'est un gros problème. Alors, cette méthodologie-là, elle est le résultat finalement d'un autre postulat, on parlait de postulat sur les sondages, qui est le postulat du déterminisme social. Et en sociologie, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. On considère que l'individu, en sociologie, on considère que l'individu est le produit, le résultat de ces différentes interactions sociales, du conditionnement qui a pu être le sien, son éducation, voilà, tous les éléments qui émergent de son milieu sociologique. Voilà, on considère que l'individu est essentiellement le résultat, le produit de ce déterminisme-là. Évidemment, dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça.
ce déterminisme existe, il ne s'agit pas de le nier, ce serait stupide de nier qu'il existe effectivement des interactions, des influences, un certain nombre de conditionnements, mais ça se réduit pas à ça. L'individu a également une personnalité, une histoire, des affects, une psychologie, qui fait au sein d'un même groupe sociologique et au sein même des mêmes critères, catégories socio-professionnelles et les autres, vous avez des divergences, vous avez des différences de pensée, vous n'avez pas les mêmes opinions. Donc, pour moi, ce principe de l'échantillonnage représentatif, il est biaisé. Il est biaisé parce qu'il procède à une extrapolation, on extrapole de manière abusive, voilà, sur ces questions-là. Donc ça, c'est les critiques qu'on peut faire sur le sondage lui-même, hein, quel que soit ce sondage. Le principe du sondage. Le sondage d'opinion à durée limitée sur un échantillonnage restreint, et notamment sur des questions polémiques, parce qu'il y a effectivement l'influence psychologique du moment qui peut déterminer les réponses également. Donc toutes ces critiques-là s'ajoutent aux critiques de Pierre Bourdieu. Maintenant, on peut peut-être aller dans le détail concernant un certain nombre de critiques. Hein, Moi, j'ai une première question à te poser, Fouad Barry. As-tu déjà été sondé dans ta vie? Ah non, je n'ai jamais été sondé par un quelconque institut de sondage. Je crois que c'est le cas d'une grande majorité de Français ou de personnes vivant en France. À chaque fois que je pose la question autour de moi, toutes les personnes que je connais n'ont jamais été sondées dans mon milieu familial, dans mon milieu professionnel. Vraiment, c'est assez troublant. Voilà, mais ça n'est pas tant que ça quand on voit que finalement les instituts de sondage ont leur propre base de données qu'ils utilisent le plus souvent possible. Alors il y a des limites à cette utilisation, effectivement, elle peut pas être systématique, mais elle leur permet tout de même de pouvoir s'appuyer sur la même base de données personnelles, de personnes à contacter, voilà, et ce qui témoigne finalement d'un manque de fidélité à la représentativité nationale, et on le voit, hein, on peut le voir dans pas mal de réponses à des questions qui sont vraiment contre-intuitives. Donc voilà, ça c'est une critique qu'on peut faire effectivement. Les instituts de sondage sont-ils l'ensemble de la population française? Ça, on peut y mettre quelques doutes là-dessus. Oui, il y a 2 points. Donc déjà, la méthodologie du sondage. Il y a aussi, notamment, je prends le sondage « Quel regard portent les Français musulmans sur le conflit israélo-palestinien ?» donc de l'IFOP, commandé par Écran de Veille. Donc ils ont pris 1000 personnes, à peu près. Ils les ont, en fait, ils les interrogent et ensuite ils leur disent sur Internet, remplissez un questionnaire, quoi. Exactement. C'est comme ça que ça se passe. C'est comment on dit? C'est un questionnaire en ligne en fait. Hein. Ouais, c'est un questionnaire en ligne et ça pose d'autres difficultés puisque l'IFOP s'est même senti obligé de produire une note pour défendre un petit peu le principe du questionnaire en ligne, parce qu'il y a eu pas mal de critiques. Alors l'avantage pour les instituts de sondage avec les questionnaires en ligne, c'est de faire des économies parce qu'ils n'ont pas besoin de payer le personnel nécessaire à la réalisation d'un sondage. Mais il y a beaucoup de biais dans les questionnaires en ligne, et notamment comment garantir, quand les sondages s'adressent à une frange précise d'une population, hein, c'est le cas pour les Français de confession musulmane, comment garantir que les personnes qui répondent au sondage sont réellement de confession musulmane? Il n'y a aucun moyen de le vérifier. C'est autodéclaratif. C'est autodéclaratif. Et c'est sur un laps de temps assez court, hein. Je l'ai vu, certains sondages, on prend 1000 personnes et en une soirée, en une journée, on les sonde et on en tire des conclusions politiques pour les 5 années à venir, quoi. Alors, il y a ça. Alors ça, c'est un autre problème, c'est que quand on voit 45%, je vais dire n'importe quoi, mais c'est juste pour illustrer l'idée, 45% des Français de confession musulmane pensent ceci ou pensent cela. En réalité, ça veut dire 45% des Français de confession musulmane sondés par l'IFOP, c'est-à-dire dans les 1000 personnes, pensent ceci ou cela. C'est pas 45% des Français de confession musulmane à l'échelle nationale. Les 15 millions de musulmans. Mais ça fait une énorme différence. On comprend bien la différence qu'il y a entre les deux affirmations. Donc ça c'est un vrai problème. Les questionnaires en ligne, bon, ils ont essayé de mettre des contre-feux, c'est-à-dire par exemple la même adresse email ne peut pas, la personne qui a une adresse email ne pourra pas participer à plus de 2 sondages par mois.
Mais bon, il suffit de créer de nouvelles adresses email et voilà. Donc, on sent bien qu'à partir du moment où ça se fait en ligne, c'est un manque de rigueur. Voilà, il y a la possibilité de fraude, il y a la possibilité de fausses déclarations. Donc, ce qui est inquiétant aussi, on en reviendra peut-être tout à l'heure, sur donc les biais des questionnaires, les biais des interprétations aussi, parce que ce qu'on voit concrètement, c'est que vous avez un sondage qui est commandité donc par Écran de Veille ou par le CRIF, qui parle du conflit israélo-palestinien. On voit qui est ciblé, ce sont souvent les populations de confession musulmane. D'ailleurs, on mélange les Français musulmans avec les étrangers musulmans vivant en France. On fait un globi-boulga, tout ça. Et derrière, vous avez les gros médias comme Le Figaro, d'autres grands médias, voilà, qui vont titrer 45% des musulmans de France soutiennent, par exemple, le Hamas. Je donne un exemple qui est factice, mais c'est en gros, c'est à peu près ça le processus. C'est 19% dans le sondage, mais encore une fois... 45% soutient les actes de résistance. Voilà. Alors ça, c'était pour les questions du CRIF, je crois, le sondage du CRIF. Voilà. Alors bon, on peut faire peut-être rentrer dans le détail. Oui, alors concernant les questions biaisées et même un peu tordues qu'on pouvait trouver dans ce questionnaire, enfin dans ce sondage d'opinion du CRIF, qui lui s'adressait à l'ensemble sur le plan national. Ça s'adressait pas aux Français de confession musulmane. Une des questions, pour vous donner un exemple, c'était de dire est-ce que l'attaque du Hamas, est-ce que ce qui s'est passé avec le Hamas au mois d'octobre pourrait se passer en France. Voilà. Donc là, il y a une volonté évidente de amalgamer le Hamas avec Daesh. Voilà. Les attentats du Bataclan, Charlie Hebdo, etc., etc. Voilà, de dire en gros, c'est du terrorisme. D'ailleurs, c'est la stratégie politique et médiatique à laquelle on a assisté, notamment en France, et beaucoup plus en France qu'aux États-Unis. Il faut vraiment le comprendre. Il y a beaucoup plus de liberté d'expression et les voix discordantes peuvent s'exprimer davantage, parfois même aux États-Unis sur ces sujets-là. En France, c'était vraiment assez impressionnant. On s'en rappelle, il y avait vraiment une chape de plomb. Impossible de s'exprimer librement sur ce qui s'est passé ou de commenter factuellement ce qui s'est passé en Palestine. Le Hamas est une organisation qui fait partie du mouvement national palestinien. C'est une organisation palestinienne. Ce qui s'est passé en Palestine ne concerne pas une guerre entre Israël et le Hamas, ce qui est absolument faux. Tout le monde le sait. C'est pourtant, vous regardez vous tapez sur Google Actualité, vous tapez Palestine, vous tapez Israël, vous tapez ce que vous voulez, vous allez avoir quoi? Israël contre le Hamas. Donc c'est une manière d'expliquer, de dire que finalement Israël ne vise que le Hamas. Ce qui est absolument faux, parce qu'on en a parlé d'une politique de nettoyage ethnique, de génocide. Le Hamas fait partie du peuple palestinien, est une émanation du peuple palestinien. Si le Hamas disparaît demain, une autre organisation certainement prendra le relais. Parce le Hamas a été élu à Gaza, et puis même avant le Hamas, Yasser Arafat était traité de terroriste. Exactement. Était traité de terroriste. Jusqu'aux accords d'Oslo, jusqu'à la normalisation, tout à fait. Je pense que médiatiquement, les gens ont compris que tout mouvement de résistance palestinien, qui soit pacifique, militaire, sera considéré comme terroriste. La notion de terrorisme est une catégorie politique, il faut quand même le dire, qui n'est pas définie sur le plan international, dans les instances juridiques internationales. On n'a pas défini la notion de terrorisme, et on comprend pourquoi. Si on devait la définir, on y intégrerait nécessairement des États, puisque il y a du terrorisme d'État. Le terrorisme n'est pas le terrorisme, c'est tuer des civils pour imposer par la peur, par la terreur, une idéologie politique. C'est ça le terrorisme. Voilà. Donc cette définition correspond à l'action d'un nombre important d'États dans le monde. Donc voilà. Donc on sent bien que c'est une catégorie politique qui est définie donc par le dominant généralement. Donc ça aussi il faut être conscient de ça. Donc il y avait cette question qui était totalement biaisée sur le Hamas et de manière implicite sur Daesh et sur le terrorisme. Donc ça, on voit très bien comment le commanditaire, donc un institut de sondage répond à une commande. Alors certes, l'institut de sondage utilise sa méthodologie, son savoir-faire pour mettre en forme le sondage, mais il y a forcément une influence. Une commande rémunérée. Oui, une commande rémunérée, bien sûr. Tout à fait. Donc on rentre dans l'offre et la demande. On rentre dans le service intéressé. Voilà. Donc ça, c'était pour le sondage du CRIF. Cette problématique, elle a encore beaucoup plus d'acuité dans les deux autres sondages.
puisque donc on a deux officines, enfin deux structures, enfin c'est même pas des structures, c'est enfin il y a ce site, Deux organisations. voilà. Donc, alors tu peux peut-être rappeler le nom du site. Voilà, donc c'est Global Watch Analysis. Voilà, c'est ça. Anglais. Global Watch Analysis. Donc qui utilise deux couvertures différentes. Donc on peut parler de couverture. Hein. Donc le premier qui était ce magazine en kiosque, on peut rappeler encore Écran de veille, donc écran de veille, voilà. un sondage. Quel regard portent les Français musulmans sur le conflit israélo-palestinien à l'IFOP, toujours. Voilà, avec des questions, voilà. Alors encore une fois, il y a ce biais des sondages qui est important de souligner, puisque voilà. Mais même Libération a fait un article critique sur ce sondage. C'est dire le caractère défectueux en tous les cas. Alors Libération a surtout critiqué l'interprétation, le commentaire médiatique de ce sondage. Récupération de certains médias comme le Figaro qui prennent les chiffres, qui les arrangent et qui les interprètent à leur façon, sans mettre dans le contexte. Mais voilà, certains résultats finalement ont été généralisés à l'ensemble des Français de confession musulmane. Bon, alors qu'il y avait des musulmans vivant en France, voilà. Mais je dirais que c'est pas ça la critique la plus importante. Moi, ce que j'ai vu dans ce sondage, on a été jusqu'à profiler ethniquement. Alors, religieusement, c'était déjà le cas parce que c'était l'objet même du sondage. On s'intéresse à la perception du conflit et notamment à la position sur le Hamas. C'était ça l'objectif, c'était de savoir si les musulmans en France soutiennent le Hamas. Bon, il n'y a pas besoin de faire un sondage pour le savoir. On sait très bien qu'il y a une partie importante de la composante musulmane qui va pas soutenir le Hamas, qui va soutenir les Palestiniens, qui va soutenir le droit des Palestiniens à résister à une occupation, à une politique criminelle. C'est ça que C'est un sondage donc, qui a été fait fin novembre. Oui, décembre, je crois. Toute fin novembre et qui est sorti en décembre. Voilà. Il est sorti en décembre. Et donc, voilà. Dans un contexte où il y avait déjà plus de 15 000 morts à Gaza. Voilà, exactement. C'est pas du tout le même contexte que le sondage du CRIF, qui était au mois d'octobre, voilà, au tout début. Voilà. Donc c'est pas du tout le même contexte. Forcément, il y avait la population musulmane qui allait soutenir plus massivement la population palestinienne en général. Mais dans ce second sondage du mois de décembre, on peut être surpris de voir les origines ethniques, géographiques des sondés. Moyen-Orient, Europe, Maghreb, voilà. Le papa est maghrébin. Vraiment, c'est vraiment surprenant. On essaye vraiment de profiler les sondés et essayer d'exploiter. On voit bien que dans ce contexte-là, le sondage est un outil de lutte politique et idéologique. C'est extrêmement clair. On le voit donc sur la cible de ces deux sondages qui sont dans les deux cas les Français de confession musulmane. On cible les Français de confession musulmane sur deux sujets qui apparemment ne sont pas liés, mais qui en réalité sont profondément liés. La question de la Palestine et la question de la laïcité. Pourquoi ils sont liés? Parce que on voit très bien qu'on avait vu la marche contre l'antisémitisme et la campagne publique qui avait été montée contre les musulmans de France, qui étaient accusés d'être antisémites. Voilà, l'antisémitisme français, ce serait un antisémitisme majoritairement musulman. C'est une nouvelle ancienne, les nouvelles formulations qu'on a pu voir dans les médias. L'antisémitisme couscous. Oui, si on veut, hein, on peut faire du folklore, mais également la laïcité. Les Français de confession musulmane ne respecteraient pas la laïcité, seraient rétifs à la laïcité, ne s'intégreraient pas. On connaît toutes ces formules creuses. C'est même contre la science et l'enseignement de la science à l'école, contre la pratique de la natation, bref. Ça fait 20 ans qu'on voit les mêmes sujets. Voilà, exactement. Il n'y a vraiment pas de renouvellement, mais il y a quand même une constante, c'est qu'il existe une lutte idéologique et politique qui est menée contre ce fragment de la communauté nationale, hein, qu'on n'hésite pas à isoler. On ne voit pas énormément de sondages critiques qui peuvent viser d'autres segments de la communauté nationale. D'ailleurs, c'est pas souhaitable. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a toujours une volonté, il y a toujours un objectif, il y a toujours une finalité. Quand vous financez un sondage qui vise un segment de la population qui est le fruit
qui est l'objet d'une critique permanente avec une visée politique. On voit bien, c'est plus seulement l'extrême droite, on voit la majorité gouvernementale. Voilà. Selon toi, quelle est la volonté justement de ces commanditaires? C'est finalement d'utiliser la pseudo-légitimité scientifique du sondage, qui se nourrit d'une ignorance profonde sur ce qu'est un sondage, ça c'est évident, comme un outil objectif, impartial, qui démontrerait finalement certaines affirmations que l'on peut entendre dans un certain nombre de cercles médiatiques, dans tous les milieux qui permettent à l'extrême droite de s'exprimer librement, sans contradiction, sans entrave, on le voit beaucoup, et de justifier finalement le fait qu'il existerait une menace. Il existerait une menace musulmane en France. Et finalement, c'est aussi l'idée de se dire, aujourd'hui, si les musulmans sont la première source de l'antisémitisme, une lutte contre l'antisémitisme passe par une lutte contre l'islam et contre les musulmans. C'est vraiment ça, hein, c'est l'équation que va retenir le grand public. Les musulmans, on avait été, ça avait été assez loin, puisque Dominique Régnier de Fondapol avait pu dire dans un média que les musulmans sont d'autant plus antisémites, on remettra peut-être la séquence, qu'ils fréquentent la mosquée. Ils fréquentent la mosquée. Donc il y a vraiment, ouais, mais c'est vraiment, c'est stupéfiant d'entendre ça. Je veux dire, il suffit de fréquenter les mosquées pour savoir que c'est faux. Il y a une telle pression qui est mise aujourd'hui sur l'islam français, qu'il y a une autocensure absolue aujourd'hui dans les mosquées. On n'entend plus parler de rien du tout. Et non pas que ça existait avant. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a même plus, il y a pas d'expression politique du tout, quelle qu'elle soit. C'est ça que je veux dire. Pas du tout. D'où il peut sortir ce genre de chiffre, d'autant plus qu'un musulman pratiquant qui va nécessairement plus à la mosquée que les autres, il sait que la plupart de ces prophètes dans le Coran sont d'origine hébreu, par exemple. Oui, mais bien sûr. Mais ça a déjà été dit. L'antisémitisme. Jésus était juif. Il n'y a pas de fondement islamique à l'antisémitisme. C'est une absurdité. C'est l'un des plus grands prophètes de l'islam. Je pense que Marie était... Le racisme, quel que soit les... De base. Le racisme est condamné par les sources islamiques. Ça, c'est quelque chose qui est su, qui est évident. Il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté sur cette question. Donc, le racisme est absolument condamné par l'islam. Il n'y a pas de racisme exprimé dans les mosquées. Ça, c'est absolument faux. Ni contre les juifs, ni contre quelconque population. Donc, il y a vraiment une volonté de salir et de diaboliser la communauté musulmane française et d'en faire une source de l'antisémitisme et aussi de la laïcité. Voilà, donc il y a vraiment une volonté de prendre deux piliers politiques importants en France, puisque la France, de par son histoire, la collaboration, Vichy, la rafle du Veldiv, il y a une sensibilité sur cette question-là. Voilà, il y a une sensibilité sur cette question-là qui est plus appuyée. On peut comprendre ça. Et de manière générale, en Europe, on peut comprendre après ce qui s'est passé. Mais là, on est vraiment dans l'instrumentalisation, dans l'exploitation malhonnête de cette question-là. Voilà, donc je pense pour les sondages... Je voulais rajouter quelque chose, peut-être avant de terminer. On aurait peut-être dû le dire au début, hein. Mais il y a des questions, par exemple, quand on parle de l'autorité palestinienne, du mouvement Hamas, Israël et ainsi de suite. Certaines populations, on ne sait pas si ces populations, comme tu l'as dit avec ta petite digression sur Bourdieu, c'est que ces questions-là, est-ce que les gens savent de quoi on leur parle, quelles sont les questions qu'on leur pose? Ouais. Maîtrisent-ils les sujets? Oui. Donc, quand on parle d'autorité palestinienne, voilà, est-ce que les gens savent que c'est voilà. Mahmoud Abbas qui gère l'autorité palestinienne, qui sont en Cisjordanie, que Gaza c'est pas la Cisjordanie? Exactement. Mais c'est ce que disait Bourdieu. Hein. Tout le monde n'est pas en situation d'avoir une opinion sur n'importe quel sujet. Oui. Voilà, c'est une évidence en réalité de dire ça quand on réfléchit bien. Oui. Donc effectivement, dans la question du deuxième sondage qui a été publié au mois de décembre, il y avait, on essayait de sonder le positionnement des Français de confession musulmane par rapport à l'autorité palestinienne, au Hamas ou à personne. Et finalement, il y avait une nette majorité pour l'autorité palestinienne. Mais qui connaît dans la chez les musulmans lambda, qui connaît l'autorité palestinienne, qui la dirige, sa politique, comment elle est perçue, y compris en Palestine? Il est possible
que beaucoup voient dans le mot autorité palestinienne le soutien finalement à la représentation politique palestinienne de manière abstraite, de manière générale. J'irais même plus loin. Il y avait dans le sondage donc une partie qui concernait les Français musulmans et les Français de toute confession. On leur pose des questions aux Français de toute confession sur l'abaya, mais la plupart ne savent pas ce qu'est une abaya. J'ai déjà rencontré des gens, je leur ai posé la question, ils comprenaient même pas de quoi je leur parlais. Alors là encore, dans le dernier sondage de Almania, enfin commandé par Almania, on retrouve à la fin du sondage des éléments pris d'un autre sondage qui était celui réalisé par Charlie Hebdo. Donc c'est quand même marrant, enfin c'est quand même c'est pas surprenant, mais c'est quand même c'est flagrant. Voilà, c'est assez flagrant de constater qu'on a très souvent des commanditaires dont on ne peut pas, qu'on ne va pas qualifier d'islamophile. Voilà. Alors on n'est pas obligé d'être islamophile. Ouais. C'est pas ça qu'il est question. Mais c'est encore une fois de montrer les biais de perception et les biais idéologiques à la fois du fonctionnement des sondages de manière générale, mais qui peuvent être redoublés quand on a des commanditaires qui ont des attentes en termes de rendu fini sur le sondage, avec des réponses sur des questions précises. Le dernier thème, donc par rapport justement au ce ciblage de la population musulmane, et on l'a vu, ça s'est matérialisé à travers différentes personnalités. Un peu plus lointaine, donc Tariq Ramadan, qui a subi des pressions, qui était accusé, qui a fini en prison pendant 9 mois, il me semble. Hassani Hussein, qui a été expulsé, prédicateur musulman. Et tout dernièrement, donc Nabil Nasri, qui a été donc incarcéré début octobre 2023, et jusqu'à présent, donc qui est incarcéré à la prison de Villepinte, et qui est depuis le 22 décembre donc en grève de la faim. Il proteste contre sa détention et les conditions liées à cela. Il a été accusé d'être lié au Qatar sur le plan financier. Bon, voilà, il est en détention provisoire. Malheureusement, sa mère est très malade, donc il fait des demandes pour pouvoir s'en occuper. Et il y a un blackout total, il est incarcéré et l'État, le juge ne le laisse pas donc sortir en bracelet ou avec d'autres méthodes. Donc on voit qu'il y a une véritable... alors que dans son affaire, d'autres personnalités qui ont été tout autant impliquées, voire plus, ne sont pas en détention provisoire. Et... donc il y a un acharnement. Ce ne sont pas des personnalités musulmanes, contrairement à Nabil Nasri. Nabil Nasri qui est impliqué dans la communauté musulmane, qui avait un institut d'enseignement, qui est un ancien de l'IUSH, il me semble. Oui, alors concernant Nabil Nasri, effectivement, tu as rappelé, c'est un politologue de 42 ans qui est spécialiste du Qatar. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le Qatar. Notamment, dernièrement, il avait écrit un livre sur la Coupe du Monde, l'Empire du Qatar, la Coupe du Monde par rapport à la dernière Coupe du Monde de football, pardon, au Qatar. Il avait d'ailleurs, il était passé sur RMC, sur BFM, je crois aussi, sur RMC avec certitude. Donc il avait joui d'une petite médiatisation, pas non plus omniprésente, mais voilà. Donc Nabil effectivement est un cadre associatif aussi à la base. Il avait eu des responsabilités au collectif des musulmans de France il y a un moment de ça. Ensuite, donc effectivement, il s'était spécialisé sur le Qatar, voilà, il connaissait très bien tout ce qui était Al Jazeera, tout ce qui était également la diplomatie du Qatar. Voilà, donc c'était quand même un des grands spécialistes du Qatar. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est que très souvent, ces questions de spécialisation dans le Moyen-Orient, on les trouvait souvent représentées par des journalistes assez âgés d'ailleurs, ou des universitaires qui avaient une certaine influence, Gilles Kepel, ce genre de profil. Et là, on avait quand même un nouveau profil qui était un profil beaucoup plus jeune et donc arabe, maghrébin, voilà, qui connaît bien, voilà, qui avait donc une certaine connaissance des quartiers
et donc il connaissait bien le Qatar, voilà, et qui avait effectivement certaines connaissances, ce qui est normal quand vous faites quand vous plongez dans un sujet de recherche et d'expertise. Vous avez forcément des contacts, vous avez forcément un réseau, les journalistes chez nous, Malbruno, voilà, les gens même comme Keppel ou d'autres ont aussi des réseaux et des connaissances jusqu'à un certain niveau. Après c'est plus ou moins variable. Donc Nabil a été arrêté pour différents chefs d'accusation au mois d'octobre, si je me trompe pas. Voilà, donc ça fait déjà 3 mois. Donc on lui soupçonne d'être un agent d'influence du Qatar, en gros, et d'avoir reçu de l'argent pour ça. Il y a plusieurs personnes qui sont sous le collimateur de la justice par rapport à cette affaire. Et effectivement, le premier élément qu'on peut mettre en lumière, c'est que c'est le seul à avoir été arrêté. Incarcéré, je veux dire. Voilà, mise en prison, détention provisoire, ce qui n'est pas une pratique, ce qui n'est pas du tout une pratique courante pour ce type d'affaires, hein, de l'aveu même de la presse française, hein, Le Monde, si je me trompe pas. Je rappelle que Nicolas Sarkozy n'a pas fait un seul jour de prison. Hein. Ah, mais alors là, on est à une autre échelle stratosphérique. On est à une échelle stratosphérique. Alors qu'il a été condamné. Voilà. Donc il y a un traitement discriminatoire qui est assez évident, qu'on avait déjà vu également dans l'affaire de Tariq Ramadan, qui avait été accusé de viol, hein, d'avoir commis plusieurs viols, et finalement donc qui avait été incarcéré très longtemps, plusieurs mois. Qui avait des problèmes de santé aussi. Qui avait eu des problèmes de santé. Donc on retrouve le même type de profil. Des acteurs, des leaders d'opinion, des acteurs associatifs, des intellectuels, des imams parfois, Hassani Hussein, qui a été expulsé de France, sans aucun motif sérieux. Sans aucun motif sérieux. Il me semble qu'il avait vécu toute sa vie en France, en plus. Il a vécu toute sa vie en France, effectivement. Il a des enfants, des petits-enfants. Qui a un discours très patriote, limite, hein, républicain. Mais bien sûr, mais c'est pas nécessairement le critère qui va déterminer qu'on ne va pas subir un traitement politique voilà, qu'on ne sera pas l'objet d'une décision politique. Voilà. Donc on pourra peut-être y revenir concernant Nabil. Il y a quand même alors le fond de l'affaire n'est absolument pas d'actualité parce qu'en fait on sait rien du tout. On sait juste qu'il y a des chefs d'accusation. Nabil s'est pas encore exprimé là-dessus. Il va à un moment donné, je crois que vers la fin du mois, je crois qu'il y aura une première instance, une première comparution qui aura lieu, donc on en saura peut-être un peu plus. Ce qui est certain, c'est que donc ce traitement discriminatoire, il y a autre chose. Donc cette dimension politique, effectivement, elle est une constante aujourd'hui, on le voit bien. Quand vous êtes un Français de confession musulmane avec une certaine visibilité, une certaine influence, vous êtes susceptible d'être la cible d'une campagne politique. On a vu que beaucoup d'influenceurs ont quitté la France. Justement, pour rebondir là-dessus, t'as pas mal donc d'imams prédicateurs très présents sur les réseaux sociaux qui ont dû s'exiler dans d'autres pays. Hein. Je vais pas les citer, vous les connaissez. Aux Émirats, beaucoup sont partis aux Émirats, certains au Maroc. Donc il y a eu vraiment. Il y en a, par exemple, comme Rachid El-Jay, qui s'est fait tirer dessus. Oui, bien sûr. Donc bien sûr. On a oublié de penser de rappeler ces faits-là. Oui. Il s'est fait tirer dessus, donc il a dû s'exiler. Il a subi une campagne médiatique monstrueuse contre lui. Vous avez peut-être Marwan Mohamed qui a subi des pressions vis-à-vis de son logement. Il a dû aussi partir. Oui. Vous avez une pression à différents degrés, à différents niveaux sur tous ces prédicateurs. Oui, ça peut aller jusqu'au physique, ça peut aller jusqu'aux attaques physiques, bien sûr. Pour rappeler qu'il y a eu justement cette attaque avec une arme à feu quand même. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait juste de le rappeler. Donc il y a vraiment un climat qui est extrêmement malsain en France. Une pression, une chape de plomb assez inouïe, hein, moi je dois le dire. On l'avait vu aussi dans un contexte de dissolution, hein, d'associations comme le CCIF. Ça avait commencé avec le CCIF, voilà. Ça a commencé avec le CCIF qui était quand même avec une dissolution validée par le Conseil d'État. Donc c'était quand même un mauvais signe
sur le respect de la séparation des pouvoirs, sur la garantie des libertés publiques en France. On voit qu'il y a une politique quand même des associations, des personnalités qui sont engagées, elles sont ciblées. Elles sont ciblées parce que elles portent un autre discours. Elles portent un autre discours que le discours politiquement correct, consensuel ou de l'idéologie du moment qu'on peut trouver dans les grands médias, des grands médias qui sont on est aussi dans des grands groupes financiers, Bolloré, Drahi, on est quand même dans des orientations. Bolloré pour CNews, Drahi pour BFM. On est dans des orientations politiques qui sont totalement ciblées, donc il faut pas être naïf là-dessus. Ces acteurs politiques, enfin ces leaders d'opinion sont une cible politique. Voilà, ce n'est plus une surprise aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, Nabil Nasri, en tous les cas, est le dernier en date à avoir subi ce traitement de défaveur judiciaire. Sur le fond, on verra plus tard ce qu'il en sera. Il me semble que certains subissent des pressions sur leur vie de famille, vis-à-vis de leurs enfants aussi. On peut pas dire tout, on peut pas tout révéler, mais les gens doivent savoir aussi. Mais il y a un climat qui est vraiment détestable aujourd'hui en France, extrêmement anxiogène. Il y a quand même un autre élément qu'il faut mettre en avant, c'est quand même l'erreur de la stratégie médiatique qui a été choisie par l'avocat de Nabil Nasri, donc Yassine Bouzrou, qui ne s'exprime pas du tout dans les médias. Voilà, donc nous notre rédaction la rédaction l'a contacté, hein, la rédaction de Mizan Info l'a contacté à plusieurs reprises. Il n'y a pas d'accusé de réception de ces sollicitations. C'est une stratégie qui, à mon avis, est une erreur, puisque c'était aussi la même stratégie qui avait été faite dans l'affaire Tariq Ramadan, parce que Yassine Bouzrou était le premier avocat de Tariq Ramadan. Il n'y a pas eu d'enseignement qui a été tiré finalement de cette erreur, parce qu'on sait très bien que la bataille, elle se joue aussi dans les médias, la bataille politique aussi, finalement le fait de refuser d'aller dans les médias, d'une certaine manière, c'est ne pas défendre l'intérêt judiciaire de son client. Donc c'est quand même ça fait 3 mois, je dis ça parce que ça fait quand même 3 mois que Nabil Nasri est incarcéré et jusqu'à récemment, il n'y avait pas de nouvelles, il n'y avait aucune information. C'était le blackout médiatique total. Donc c'est quand même, on peut s'interroger sur le bien fondé de ce type de stratégie. Voilà. Mais en tous les cas, il est certain qu'en France aujourd'hui, être une personnalité musulmane influente publique, c'est pas sans risque. Voilà. Donc ça, c'est peut-être la conclusion qu'on peut tirer de cette affaire. Donc je te remercie Fouad Bari pour ces éclairages. Je remercie nos auditeurs. Donc restez sur Mizan TV. On va refaire des émissions comme celle-ci. Retour sur l'info. On va essayer d'être un peu plus présent effectivement sur ce terrain. C'est pas l'actualité qui manque, hein, et donc ce ne sont pas les occasions qui manqueront également de revenir plus rapidement. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci Farouk. Et puis à très bientôt sur Mizan TV. À très bientôt. Merci.